mais je termine par une autre. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Alors déjà, ces citations-là expliquent pourquoi Rousseau, il est contre toute forme d'association particulière. Et il est y compris contre le système de la représentation tel que nous l'avons connu dans les différentes républiques, de la première à la 5e république actuelle. Pourquoi? Parce que ça consiste à diviser le peuple en factions qui nécessairement vont s'opposer les unes aux autres, et aucune de ces factions, ni même d'ailleurs l'addition de ces factions, ne pourra dire nous exprimons la volonté générale. Donc c'est bon, j'ai prévenu, c'est pas très simple à comprendre, mais en tout cas c'est absolument rigoureux et exigeant, d'une très grande exigence. Alors en parenthèse, ça permet de dire que les gouvernements quels qu'ils soient, alors d'abord que le peuple seul est souverain. C'est marqué dans le préambule de la Constitution de la 5e République. Sauf que dans les faits, c'est pas vrai du tout. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure en faisant une partie là. Est-ce qu'on nous pose une question? Est-ce qu'on nous pose des questions sur des problèmes précis qui concernent le peuple tout entier? Non. Bien sûr, tantôt, on a un référendum. Mais je donne juste un seul exemple. On n'a jamais consulté ni le peuple français sous forme de référendum, ni même l'Assemblée nationale pour savoir s'il fallait ou non construire l'industrie nucléaire civile et militaire. Jamais. Ça a été décidé, en dehors de tout, par quelques têtes pensantes, déjà sous la 4e République et après par le général de Gaulle. Voilà une question importante, parce que ça détermine beaucoup de choses, sur laquelle on n'a jamais été consulté, mais même pas l'Assemblée nationale. Et juste un deuxième exemple plus récent, enfin, c'est depuis Mitterrand ça, quand l'armée française va au Mali ou ailleurs, est-ce que quelqu'un est consulté? Non. Ni le peuple souverain, ni même l'Assemblée nationale. Ils rendent compte juste devant l'Assemblée, voilà, il y a eu ceci, cela, et il n'y a pas de débat. Le débat est même interdit. Bon, donc là, on voit vraiment que, elle est où la volonté générale? Voilà. Donc, tous les régimes qu'on a connus de notre vivant sont des régimes despotiques. Il n'y a jamais eu de démocratie en France. Et c'est vrai, quel que soit, que le souverain soit un monarque absolu, qu'il soit un monarque constitutionnel, comme en Grande-Bretagne ou en Espagne ou dans les pays nordiques, qu'il soit un président de la République élu, soit indirectement, soit au suffrage direct, comme on le fait maintenant, ce sont tous des despotes, du point de vue de Rousseau et de Simone Weil. Là, je fais que traduire en termes d'aujourd'hui leur pensée. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer le débat et tu réinterviens? Parce que comme il est déjà écart, tu as encore quelque chose d'important sur la volonté générale? Oui. Bon, parce que c'est pas grave, tu peux réintervenir. Oui, non, c'est bon, je vais m'arrêter. Je veux juste dire une chose, tu l'as dit en partie, mais je vais insister, parce que qu'est-ce que c'est que le bien qu'il faut viser, que la volonté générale doit viser, et même que chacun d'entre nous devons viser, parce que de toute façon, c'est la marche ensemble. Si chacun d'entre nous ne vise pas ce bien-là, cette fin, cette finalité, il est impossible que la volonté générale, bien sûr, la vise. Bon. Donc, il y a trois choses. Vérité, justice, utilité publique. Voilà. Moi, je pense qu'on pourra aussi redemander à Jean-Claude à certains moments de réexpliquer certaines choses en fonction de vos... Mais ça serait bien de lancer maintenant vos questions. Alors, qu'est-ce qui s'intéresse à toi? Vas-y. Je vais reprendre, ça va être malheureusement sur un plan un peu traditionnel de thèse, antithèse, foutaise. Mais bon, d'abord, je pense qu'effectivement, Simone Weil a raison. Parce qu'elle reprend quelque chose de la psychologie de groupe qui est fondamentale, c'est que finalement un groupe a toujours tendance à se former face à un autre groupe. C'est la dynamique de l'endogroupe face à l'exogroupe, et que c'est finalement se constituer contre un autre groupe qui va souder le groupe. Ça a été bien mis en évidence en psychologie sociale, avec tous les risques d'exclusion et de conflit qu'il peut y avoir entre les différents groupes. Et ce qu'elle met aussi bien en évidence, c'est l'utilisation de l'émotionnel et de l'affect pour souder le groupe contre un autre groupe. Bon, ça on voit bien, notamment avec le Front National, qui va exploiter la colère dans les classes populaires pour rameuter
des électeurs. Mélenchon aussi, d'une certaine manière, le fait également. Donc je crois que ça, c'est effectivement cet aspect des partis politiques, avec aussi cet esprit de chapelle et d'embrigadement, et de fait qu'on va élaborer des cloisons étanches entre la gauche et la droite. Il va y avoir un oppositionnisme systématique entre les différents groupes, ce qui évidemment relève aussi d'ailleurs de la psychologie sociale, hein, puisque c'est ce qui contribue aussi finalement à renforcer chaque fois un groupe contre l'exogroupe. Alors bon, pour en venir à l'antithèse, je crois que Simone Veil est quand même effectivement marquée d'ontothéologie chrétienne et qui a une vision de la vérité comme étant la vérité unique, qui est quand même effectivement quelque chose qui est la suite de l'ontothéologie chrétienne, où la vérité est d'origine divine et elle est censée être unique. Je crois que c'est quelque chose qui peut être éminemment discuté, comme notamment l'a fait Amartya Sen, qui va estimer qu'il n'y a pas un optimum unique, mais qu'il y a des optima multiples. C'est rentré dans le domaine de la complexité. Et alors, à ce moment-là, finalement, il n'y a plus une justice unique, il n'y a plus une vérité unique. Donc ça justifie qu'il y ait des opinions diverses. Et il me semble aussi que pour soutenir ces opinions diverses, il faut aussi qu'il y ait des groupes divers. Et il me semble que la démocratie, c'est pas aboutir au consensus, c'est plutôt savoir organiser le conflit. Savoir organiser le conflit pour que ça ne dégénère pas dans la guerre de tous contre tous, mais qui persiste à y avoir des oppositions. Et je crois que c'est ces oppositions qui sont constructives si elles ne dégénèrent pas dans un conflit violent. Et qu'il faut qu'il persiste, qu'il y ait des oppositions, parce qu'il n'y a pas de vérité unique. Et que de toute façon, on n'arrivera jamais à dire qu'il n'y a qu'une seule opinion qui peut prévaloir. Il va toujours en rester plusieurs. Et d'autre part, il va y avoir aussi des intérêts qui sont divergents. Et pas aussi parce qu'il y a des classes sociales et qu'il y a des intérêts de classe qui sont divergents. Il y a aussi des positionnements autres que sociaux qui font qu'il y a des intérêts qui sont divergents. Et donc c'est pour en revenir à Montesquieu, finalement, qui voit dans la tripartition des ordres de pouvoir dans la démocratie, entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est qu'en fait, finalement, le moyen pour qu'il y ait effectivement un fonctionnement démocratique, c'est que les différents pouvoirs se contrebalancent. Et qu'il y ait un équilibre justement de ces différents pouvoirs et non pas aboutir à une unicité d'une volonté commune. D'ailleurs, pour en revenir au bien commun de Rousseau, c'est effectivement une notion extrêmement complexe. Je crois qu'on peut la voir comme étant un parallélogramme de force en physique quand on a des forces divergentes. Pour en trouver la résultante, on trace un parallélogramme. C'est ce qui signifie aussi que finalement cette volonté commune ne correspond jamais à aucune volonté particulière. Ok. Alors on va peut-être faire le tour des questions, puis tu pourras réintervenir si tu veux. Oui, vas-y, Patrice. Mais c'était pas une question, moi, c'est... Non, enfin, de la remarque, oui. Oui. Jean Brice a exprimé pratiquement tout ce que je voulais dire. Ah bon? Ah, ça, c'est très rousseauiste. Je vais revenir dessus. C'est très rousseauiste. Je vais revenir dessus, mais en étant peut-être encore plus clair et incisif. Pour moi, l'analyse de ce texte, cette analyse que nous fait Simone Veil, est à la fois contradictoire en philosophie politique et un texte fallacieux. Pourquoi contradictoire? Parce que, comme l'a déjà dit Jean Brice, finalement, Simone Veil a, dans son analyse, je dirais, été piégée par l'histoire, par le moment dans lequel elle l'écrit, c'est-à-dire la destruction, l'apogée des grands mouvements, des grands partis politiques totalitaires, aussi bien le nazisme que le stalinisme. Pourquoi contradictoire?
La contradiction de l'analyse de Simone Veil tient à une chose. Elle fait une critique pertinente et très juste du totalitarisme absolutiste, absolu, hitlérien ou stalinien, ce qu'elle appelle des églises profanes, et elle a parfaitement raison. Mais là où elle est contradictoire, c'est que, comme Jean Brice l'a évoqué, elle le fait au nom d'un autre absolutisme, c'est-à-dire le sien. C'est-à-dire elle parle que la politique, l'objet, c'est la vérité, avec un grand V, la justice, ou l'utilité, qui est déjà, elle dit, secondaire. Or, croire que la politique a la vérité ou la justice, c'est faire le lit de tous les totalitarismes, justement, comme l'a parfaitement rappelé Jean Brice. D'où la contradiction philosophique qu'il y a dans l'analyse elle-même, où on contredit des totalitarismes politiques au nom d'une pensée totalitaire, absolutiste. Et même vérité et justice, dit-elle, elle ne sait pas trop bien ce que c'est, mais elle se réfère, comme tu l'as dit, à ce que sont des mystères mystiques. Oui. Rien n'est plus dangereux, on devrait tous frémir devant une telle analyse de Simone Veil. Ensuite, elle a un autre préjugé. Elle croit que la raison, c'est l'individu, et forcément, dès qu'on est un collectif, c'est la passion. Et ça, c'est un préjugé que depuis Hegel, on a remonté. On sait bien que rien de grand ne se fait dans l'histoire, et pas plus en politique qu'ailleurs, sans la passion, bien sûr. Donc, ce texte est complètement contradictoire philosophiquement, mais également fallacieux. Pourquoi? Parce que ce texte assimile la démocratie libérale au totalitarisme, et d'une façon complètement indue. Elle est piégée par l'histoire, évidemment, parce que ça se passait, ou apparemment c'était comme ça, au moment où elle écrit et où elle réfléchit à tout ça. Quand en fait, dans la démocratie libérale, quand on passe à une dictature que Rousseau avait déjà prévue à la fin de son contrat social, hein, quand la volonté générale peut dominer et s'imposer dictatorialement à tout le monde, ceci n'est considéré que comme une dérive abusive de la démocratie libérale, des partis libéraux. Et on sait bien en philosophie que l'abus d'une chose ne peut jamais, sinon par sophisme, être pris comme un argument contre la chose elle-même, puisque justement c'en est la contradiction. C'est un sophisme. Et en plus, autre argument, justement, au moment où elle écrit, obnubilée par l'hitlérisme et le stalinisme, justement, Hitler, contrairement à ce que l'on croit partout, ce qui est répandu, n'est pas un résultat d'une élection démocratique. Puisque, comme vous le savez, en janvier 1933, Hitler a été nommé pour des magouilles politiciennes par le chef de l'État, le maréchal Hindenburg. Il a été nommé, pas élu. Et même aux élections législatives de 2 mois auparavant, en novembre 1932, le parti nazi n'avait reçu que 33% des voix. Minorité qui ressemble à celle du Front National que l'on connaît aujourd'hui. Donc, Hitler élu, certainement pas élu démocratiquement. Donc, tous les arguments là, c'est véritablement complètement fallacieux. Et alors, je reprendrai complètement ce qu'a dit. Elle semblait ignorer, c'est normal, puisqu'elle ne le connaissait pas. Toute l'analyse de la démocratie libérale du courant qui ont poursuivi, en particulier avec Claude Lefort, et son analyse de la démocratie libérale étant non pas un consensus totalitaire, mais une organisation du débat démocratique, du débat permanent, argumenté, et dans lequel il se forme une résultante, mais une résultante momentanée, qui est sans arrêt remise en question par ce qu'il appelle une majorité, mais une majorité évolutive. Rien n'est fixe dans la véritable démocratie libérale, contrairement à ce que voudrait nous faire croire Simone Veil. Donc, dans la démocratie libérale, il n'y a pas un totalitarisme, non, règne le pluralisme des vérités relatives. Et c'est bien là où l'absolutisme de Simone Veil ne colle pas et ne peut pas l'admettre. Là, en politique, pas plus qu'ailleurs d'ailleurs, il n'y a de vérité absolue. Il y a toujours, comme on sait bien, que des vérités relatives. Parce que les justes fins possibles sont nombreuses, multiples, et les sens donnés au bien commun peuvent être très divers.
et en plus tous valables, mais ils doivent être débattus.